à la fois effectivement cette description de l'infraordinaire d'une certaine manière, mais aussi la réalisation d'un autre champ de son activité, comme il disait, qui était l'autobiographie. Je veux dire, et ce projet s'appelait Lieu. C'était le projet de décrire pendant un laps de temps qui était déterminé, de 12 ans, de décrire 12 lieux qui avaient rapport à sa vie et non, de les décrire suivant un rythme précis et ensuite de décrire en même temps un mois on décrit le lieu et on écrit aussi le souvenir qui s'y rattache puisque c'était des lieux souvenirs. Le tout était organisé suivant un bicarré latin orthogonal d'ordre 12, c'est-à-dire suivant un système qui qui faisait une sorte de hasard ordonné et qui évitait surtout que toutes les choses, tous les lieux et leurs descriptions se retrouvent toujours à la même époque, etc. etc. Enfin, ça permettait une variation voilà. Et donc, parmi ces lieux qui étaient donc liés c'était des lieux qui étaient liés à sa vie, quoi, au lieu de sa vie. Alors il y a, ça n'était pas le premier choisi, mais enfin bon, il y avait la rue Villain, qui est le lieu où il a passé sa petite enfance, lieu sur lequel précisément il n'avait aucun souvenir. C'était ça, quand il commence W, il écrit « Je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Et voilà. Et c'est vrai qu'il a dit aussi de cette rue Villain, où il a passé dans cette rue 6 ans, puisqu'il l'a quitté en 1942, quand sa mère l'a envoyé hors de Paris, dans le Vercors, avec un convoi de la Croix-Rouge, ça lui a permis d'échapper à la mort, à la déportation, où sa mère a été envoyée quelques mois après. Pendant donc 6 ans, de 1936, sa naissance jusqu'à 1942, il a vécu là, mais il n'en garde aucun souvenir. Et quand il retourne le voir, on pourrait penser et faire cette description, c'était dans les années, c'était en 69 par là qu'il a commencé. C'était déjà en démolition. Cette rue Villain n'existe plus maintenant. Enfin, si, le nom existe encore, mais c'est tout occupé par les jardins de Belleville. Alors, le nom, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant dans la réalité de la ville, que quelque chose qui a disparu, qui avait déjà disparu de la mémoire, disparaisse aussi de la ville réelle. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres lieux qui restent tellement semblables à eux-mêmes que c'en est presque effrayant. Mais là, ça a disparu. C'est occupé donc par le jardin et par quelques immeubles modernes qui restent en bas et qui ne donnent lieu à aucune adresse parce que les entrées sont de l'autre côté. Donc quand il est retourné voir la rue Villain, qui était donc en démolition, ce qui était quelque chose d'assez intéressant aussi, d'une certaine manière, ses souvenirs ne sont pas revenus. Il est devant le 24 de la rue Villain, la maison de sa mère, la maison où était... Et voilà, il dit c'est là que j'ai vécu, mais c'est comme ça. Et donc toutes ces descriptions, celle de la rue Villain et toutes les autres descriptions, sont des descriptions minutieuses. La rue Villain, jeudi 27 février 1969, vers 16h. La rue Villain commence à la hauteur du numéro 29 dans la rue des Couronnes, en face d'immeubles neufs, les HLM récentes qui ont déjà quelque chose de vieux. Sur la droite, côté père, un immeuble à 3 pans, une façade sur la rue Villain, une autre sur la rue des Couronnes. Puis toujours du côté impair, une petite boutique non identifiable. Au 9, restaurant Bar Michel. Au 6, plomberie sanitaire. Au 6, coiffure Soprani. Au 9 et 11, 2 boutiques fermées. Au 11, rue Villain-Laverie. Au 24, c'est la maison où je vécus. D'abord un bâtiment à un étage, avec au rez-de-chaussée une porte, condamnée. Tout autour, encore des traces de peinture. Et au-dessus, pas tout à fait effacée, l'inscription coiffure dame. Sa mère tenait ce salon de coiffure pas jusqu'à sa mort, pas jusqu'à sa déportation, puisqu'à un moment elle avait quitté, elle s'était engagée. Elle travaillait dans une usine avant qu'il lui soit interdit de travailler. Ça répond un peu à cette idée de l'infraordinaire.
il n'est pas sensible à ce qui fait l'extraordinaire. Enfin, il n'est pas sensible et d'une certaine manière, c'est vrai que ça ne l'intéresse pas. Ce qui fait l'extraordinaire. L'extraordinaire, de toute façon, on vous en parlera, on ne parlera que de ça. Il dit on ne parle des trains que lorsqu'ils déraillent. Eh bien, voilà, il n'a pas envie de parler de cette ville avec peut-être une population active, avec ses hauteurs d'immeubles, etc. etc. Ça, voilà, ça ne l'intéresse pas. Et New York ou d'autres, hein, ce qu'il décrit dans Paris, c'est des choses minuscules aussi. Enfin, le quotidien, dans la description, tentative de description d'un lieu parisien, dans la place Saint-Sulpice, c'est d'une certaine manière un peu lassant. Les autobus qui passent, des pigeons qui s'envolent, des gens qui passent avec une baguette sous le bras, un chien, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, quelque chose, quand on entend, puisque ça a été enregistré, quand on entend ce texte, cette parole, quelque chose se passe et qui est fascinant, qui est d'abord déjà une nostalgie, comme si déjà c'était passé, enfin c'est passé dans ce cas-là, mais au moment même, c'est en train de passer et on ne l'avait pas vu, quoi. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et ça fait alors on peut penser aussi que, avec le recul, ça fait une sorte de sociologie parce qu'il y a quand même maintenant plus de 30 ou 40 ans, de la vie parisienne. Mais non, parce que c'est quand même encore un peu présent. Voilà. J'ai revu un film qui a été fait d'après justement tentative d'épuisement d'un lieu parisien, où quelqu'un a filmé du même point de vue que ce que décrivait Georges, a filmé la ville, et les autobus qui passent, eh bien les autobus passent encore. Les gens sont différents, ça a tremblé un peu, mais c'est un tremblement seulement. Il ne pensait pas à l'importance. Enfin, à l'importance pour lui, je dirais, de ce qu'il nous lègue. Peut-être que l'importance de ce qu'il faisait, oui, mais de ce que lui léguait... En tout cas, je crois qu'il était quand même conscient Enfin, il y a des moments où il était content, quoi. Il était content de ce qu'il avait fait. Par exemple, dans La vie mode d'emploi, ou dans La disparition, etc. Cette jubilation qu'il avait à écrire, s'il a donné des petits éléments d'explication ou expliquant comment il a fait, etc., c'était pour que les gens partagent cette jubilation du faire. De ce qui avait contribué. Vous voyez, pas seulement le résultat, je le dis, un roman, peu m'importe comment il a été fait, etc., mais voyez comme c'est fait, regardez comment on arrive à faire des choses comme ça. Vous voyez, dans La disparition, si on ne sait, enfin, quand on sait que c'est écrit sans la lettre E, on s'amuse constamment des détours par lesquels il évite. Oui, il évite pas, parce qu'il est bien obligé, mais justement, il dit quand même cette lettre E. Les choses, ça a été le premier livre abouti, mais non, il a écrit beaucoup de livres avant, dont certains, qu'il n'a même pas présenté, certains à des éditeurs, comme le premier, Les Errants, ou des choses comme ça, ou même L'attentat de Sarajevo par la suite, mais il les a quand même fait lire à des gens autour de lui. Et non, il écrivait depuis longtemps. Les choses, ça a été... il a trouvé une forme, quoi, pour les choses. Avant, il écrivait un peu comme les jeunes qui commencent à écrire des romans. Je vais raconter une histoire, etc. Là, pour les choses, il a trouvé une forme. Quelque chose qui était la langue, qui était une sorte de modèle par l'éducation sentimentale. Et d'ailleurs, le thème, d'une certaine manière, est un peu similaire. Enfin, c'est peut-être pas le refus du romantisme de l'âme, mais enfin, c'est le refus du romantisme de la consommation.